Bonsoir, chers téléspectateurs de la Sen TV. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir dans votre bloc d'information. Un bloc d'information que nous démarrons tout naturellement avec votre magazine L'Essentiel. Comme tous les vendredis, nous allons ensemble revisiter l'essentiel de l'actualité de la semaine. Alors, pour en parler, je reçois sur ce plateau honneur aux dames, Dr Soukaina Gueye, qui est docteur en droit public et candidate à la mairie de Yeumbeul Sud et tête de liste proportionnelle au conseil départemental de Keur Massar. Docteur Gueye, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Evelyne. Bonsoir également à M. Mbow. Nous attendons d'un moment à l'autre, cher Gueye, le maire de Dieuppeul-Derklé, mais également Djibril Sène, membre de la convergence des cadres républicains. En attendant, Abdoulaye Mbow va chauffer leur place. Abdoulaye Mbow, bonsoir. Mauvais mot, fallait dire Ndeye Soukaina Gueye Mbow. Il ne faut pas être jalouse, Evelyne. Je crois bien que la couleur orange aujourd'hui est une couleur dépassée. Ça, c'est la couleur du Mborok Sow, tout simplement. Je suis minorisée sur le plateau, mais j'attends les deux autres invités. Voilà. Peut-être qu'ils vont sauver la mise. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, on va renverser l'actualité. Je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur Lamine Diack, l'illustre disparu, celui que toute la nation sénégalaise a rendu hommage aujourd'hui, l'homme aux multiples casquettes, le sportif, le ministre, le maire. C'est celui-là même aujourd'hui, Mbow, à qui on rend hommage. Effectivement, c'est une grosse perte pour le Sénégal, mais au-delà du Sénégal, une grosse perte pour l'Afrique, compte tenu du fait que Lamine Diack aura été un ambassadeur, non pas du Sénégal seulement, mais de l'Afrique tout entière. Il a véritablement marqué de son empreinte l'histoire politique du Sénégal, mais également l'histoire sportive du Sénégal. Lamine Diack a été toujours au devant de la scène. Il a été décoré dans plus d'une dizaine de pays, justement à travers le monde, en Asie, en Europe, en Afrique, un peu partout. Et je crois que c'est l'heure ou jamais de lui rendre un vibrant hommage, un hommage national, parce qu'en réalité, on a souvent honte de notre propre histoire. On enterre nos héros sans véritablement leur donner, leur rendre la pièce de leur monnaie. Lamine Diack, par rapport à ce qu'il a représenté, mais toutes ces personnalités qui ont eu à représenter le Sénégal et l'Afrique et qui sont sénégalais, je crois bien que c'est le moment ou jamais de leur rendre un vibrant hommage. Et Lamine Diack le mérite, il le mérite amplement, parce qu'en réalité, Diack pour l'histoire, mais Lamine pour l'éternité. Docteur Soukaina, comme le dit Abdoulaye Mbow, Lamine Diack aurait mérité vraiment les hommages de toute la nation sénégalaise. Oui. Aujourd'hui, à travers le monde, tout le monde parle de son rappel à Dieu. En réalité, Lamine Diack peut même être considéré comme une légende au Sénégal, vu son parcours très élogieux, vu également tout ce qu'il a apporté comme titre. Parce que si je me souviens, la première personnalité à diriger une organisation sportive au niveau international, ça vraiment c'est honorifique. Je pense que c'est le moment pour le Sénégal de leur rendre un hommage mérité, un véritable hommage, de le montrer en modèle, même si il a eu des déboires avec la justice. Je pense que son parcours doit être quand même connu et divulgué. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes générations peut-être qui ne connaissent pas bien Lamine Diack. Alors nous lui rendons hommage et nous nous inclinons devant sa mémoire. Et toute la rédaction des médias présente ses condoléances à sa famille, mais également au monde sportif. Alors sans plus tarder, nous allons évoquer l'autre sujet de la semaine, c'est la grève du cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal. Ils sont en négociation en ce moment avec les autorités, mais quand même, le pays a tremblé avec cette grève. Et plus que trembler, Evelyne, parce qu'en réalité, c'est la première fois justement qu'une grève réussisse de cette manière-là. Pendant 48 heures, les Sénégalais n'ont pas vu de véhicules de transport. Et je crois bien qu'il ne fallait pas attendre justement que les populations souffrent autant pour appeler à des négociations sérieuses. Il fallait véritablement anticiper par rapport justement à ce mot d'ordre de grève justement du cadre unitaire des transporteurs pour aller dans le sens véritablement de ne pas priver aux Sénégalais le droit de se déplacer, le droit d'aller au travail, le droit d'aller à l'école, le droit d'aller véritablement marchander, d'aller vendre, parce qu'en réalité, on parle de 3% sur le produit intérieur brut que représenterait le transport, mais on n'a pas tenu compte justement des conséquences indirectes, parce qu'il y a énormément de personnes justement qui, par activité économique
indirecte, surtout ceux-là qui sont dans l'informel, qui utilisent les véhicules de transport pour quitter Dakar et se rendre à Diaoubé, pour quitter Kaolack pour se rendre à Médina Sabakh, pour véritablement quitter d'un point à l'autre dans la capitale sénégalaise pour vaquer à leurs occupations économiques. Donc je crois bien que les conséquences sont énormes, les conséquences sont désastreuses, nonobstant le fait qu'il y a eu véritablement des malades qui ont pris rendez-vous à l'hôpital pendant 2 mois, pendant 3 mois, qui ont souffert et qui attendaient ce rendez-vous-là. Ces malades ont été privés justement de rendez-vous. À cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas de véhicule de transport. Je crois bien que le ministre des Transports terrestres, M. Mansour Faye, également doit aller dans le sens d'une meilleure maîtrise de ce qu'est la communication de crise. Comment parler? Quels mots utiliser? Quelle intonation? Vous trouvez que la sortie d'hier a été malencontreuse? Malheureuse, je dis bien malheureuse, et malheureusement, c'est souvent le cas avec M. Mansour Faye. On n'a rien contre lui. Est-ce que cela ne traduisait pas quelque part une exaspération? Peut-être oui, mais en tout cas, par rapport aux souffrances des Sénégalais, lui, le ministre de tutelle, il doit véritablement savoir tenir le propos qu'il faut pour véritablement aller dans le sens d'un règlement définitif de ce problème-là. Parce que ça ne peut pas continuer. Les gens n'en peuvent plus. Les Sénégalais sont fatigués. Fatigués par quoi? Par 2 jours seulement de grève des transports. Ce qui montre qu'en réalité, 3 jours de grève des transporteurs, ce qui montre leur force de frappe. Et que lui, en tant que ministre de tutelle, il doit véritablement user de la diplomatie de la parole. Ça, véritablement, on vous l'apprend en communication de crise. Comment parler? À quel moment parler? À quel moment faut-il user du bâton? À quel moment faut-il user du bâton de velours? Hier, il devait user de son bâton de velours pour pouvoir parler aux transporteurs et aller dans le sens de règlement définitif véritablement de ce problème. Alors, Dr Soukaina Gaye, nonobstant les 11 points de la plateforme revendicative, est-ce que les transporteurs, quelque part, n'ont pas fait du zèle en exigeant qu'il y ait la présence des 6 ministres concernés par la plateforme revendicative? Au départ, à l'arrivée plutôt, aujourd'hui, ils sont en négociation et il n'y a que 4 ministres qui sont autour de la table. En tout cas, il faudra retenir une chose qui est essentielle. Oui. C'est que le transport routier ne se limite pas au transport de personnes et de voyageurs. Nous avons également le transport de marchandises. Et ceux-là également font partie de la grève. Aujourd'hui, le port de Dakar fait plus de 1000 conteneurs par jour. Ces conteneurs-là sont transportés par les camions. Et ces camionneurs-là également sont en grève. Tout à fait. Quelles seront les conséquences pour le transport de marchandises? Il y a la Guinée-Bissau, un pays voisin, qui a déjà ressenti cette grève. Le Mali également. Oui. Dont le trafic, donc le fret du Mali est débarqué au port du Dakar. Le transport de carburant également. Le transport de carburant, le transport de marchandises, etc. Donc, nonobstant le transport de personnes, il y a également le transport de marchandises. Donc, et le Sénégal doit faire très attention. Parce que nous n'avons pas un service de transport qui appartient à l'État. Surtout pour le transport de passagers et le transport de marchandises. Parce que nous tous, nous savons que le service de transport que nous avons, qui appartient à l'État, ne peut pas vraiment respecter toutes les exigences par rapport à cela. Maintenant, si on voit le transport et de la manière dont les transporteurs ont réussi, moi je dis qu'ils ont réussi. Ouais. Ils ont réussi leur coup. Tout à fait. Ils avaient exigé dans leur plateforme, je pense, les 14 organisations avaient demandé et exigé qu'il y ait 6 ministres. Maintenant, s'ils ont 4, je pense que c'est pas mal pour entamer les négociations. Maintenant, est-ce que avec les 4 ministres-là, en démarrant les négociations, est-ce qu'ils vont s'arrêter ou bien ils vont continuer parce que ça fait très très mal. Et pour le moment, je le disais tantôt, le transport de personnes, vous voyez, le pays pratiquement est à l'arrêt, mais bientôt pour les marchandises également, nous allons ressentir cela. Alors, Abdoulaye Mbow, il n'y a pas lieu de saisir ces négociations pour réellement se pencher sur les questions du transport routier. Oui, je crois bien que c'est... Et ne pas se limiter aux 11 points de la plateforme revendicative. On a même dépassé justement le temps, le moment où véritablement on devait aller dans le sens de trouver des solutions durables, des solutions véritablement pérennes par rapport justement au règlement, justement, je ne dis pas définitif, mais en tout cas d'une bonne partie justement du secteur des transports terrestres. Parce que Mme Mbow l'a dit, au-delà justement du transport des personnes, il y a le transport des marchandises. Mais vous savez pertinemment que la société Dakar Dem Dikk, pour ne pas la citer,
ne peut pas aujourd'hui garantir l'offre par rapport à la demande. Donc, les bus aujourd'hui sont des bus vétustes, quoi qu'on puisse dire. Ce sont des bus pollueurs. Il faut aller dans le sens même de renouvellement du parc automobile, justement de Dakar Dem Dikk, parce que quand on voit ces véhicules rouler dans Dakar, pratiquement, il n'y a que peut-être du CFC qu'il dégage. Maintenant, par rapport au car Ndiaga Ndiaye, depuis le moment qu'on parlait de renouvellement du parc automobile concernant les Ndiaga Ndiaye, concernant les cars rapides, concernant les 7 places, je crois bien qu'il faut également de la volonté politique pour aller dans le sens de permettre aux Sénégalais de pouvoir en tout cas voyager dans les conditions les plus idéales, les meilleures. Saviem, c'est la société qui avait fabriqué les cars rapides, mais Saviem les fermé depuis 1982, Evelyne. Faites l'addition ou la soustraction et vous verrez, le plus jeune car rapide du Sénégal aura 40 ans. Je dis bien, le plus jeune car rapide du Sénégal aura 40 ans. Donc ça, c'est un problème. Donc ceux-là qui sont également dans le secteur du transport doivent veiller au renouvellement du parc automobile en parfaite entente avec les autorités. Mais également ceux-là qui travaillent dans le secteur des transports, qui sont chauffeurs, qui sont apprentis, qui sont receveurs, doivent également être mis dans les meilleures conditions de travail, avec des cotisations sociales au niveau de l'IPRES, au niveau de la Caisse de sécurité sociale, avoir un barème maximal, en tout cas, de perception en matière de salaire. Parce que ce qui est paradoxal dans cela, on a vu à plusieurs reprises les travailleurs de l'AFTU partir en grève pour réclamer un traitement salarial meilleur, pour réclamer des cotisations sociales. Et malheureusement, ou paradoxalement, on retrouve cela dans leur plateforme revendicative. Je crois bien qu'eux, ils sont employeurs. Ceux-là qui sont propriétaires des bus AFTUS, ils sont employeurs. Donc, il y a des employés qu'ils ont. Ce sont les chauffeurs et ce sont les receveurs. Nous avons beaucoup de fois entendu dire que les chauffeurs sont obligés, en tout cas, de rouler vite dans Dakar à cause justement du montant à verser le soir. Je crois bien qu'on ne devrait même pas, on ne devrait même pas imposer cela à des travailleurs. Heure de travail, c'est telle heure de travail à telle heure. Je crois bien que ça permettrait aux usagers de voyager dans les meilleures sécurités. Mais ces chauffeurs ont besoin également de pouvoir vivre de leur métier. Les receveurs ont également besoin de vivre de leur métier. Ils ont besoin de se soigner, d'aller se faire soigner lorsqu'ils sont malades. Ils ont besoin de soigner leurs femmes, leurs enfants lorsqu'ils tombent malades. Il appartient justement aux propriétaires justement des bus de permettre à leurs employés de mieux vivre de leur métier. Parce qu'en réalité, on le dit dans nos grandes places, tous les transporteurs pratiquement sont millionnaires ou multimilliardaires. Donc, il ne faut pas véritablement vivre de cela et permettre justement à ces employés de pouvoir en tout cas gagner et de gagner bien leur vie par rapport au travail qu'ils font. Et qu'en est-il des tracasseries sur la route? Ils ont, si vous lisez bien leur plateforme revendicative, ils disent que ils doivent rencontrer l'autorité chargée de la police, la gendarmerie, de la douane. Donc, du point de vue contrainte, quand même, ces transporteurs-là disent subir des contraintes. Maintenant, pourquoi ces contraintes-là? S'ils sont en règle, doivent-ils subir les contraintes? La question que l'on se pose. Oui. Si vraiment un transporteur ou bien le chauffeur a tous ses papiers, il est en règle par rapport au chargement, parce qu'aussi il y a les pèses essieux. S'ils sont en règle, il n'y a pas de surcharge ni rien. S'ils respectent le code de la route, à mon sens, il ne doit pas y avoir de contraintes. Maintenant, si ils sont en règle et que ces tracasseries-là se poursuivent, il y a un problème qu'on doit régler. Et ce problème-là, c'est de savoir déjà quelles sont les autorités déjà qui sont en charge de la police, de la gendarmerie, de la douane, qui doivent quand même faire leur enquête, travail, leur enquête et savoir si parmi ces corps-là, il y a des gens qui sont peut-être mal intentionnés, de les débusquer. Et s'il le faut même, de sanctionner. Parce qu'on ne peut pas également être en règle et en même temps payer. Ça s'appelle de la corruption. Et nous tous, nous savons que la corruption est un délit. Aussi bien le corrompu que le corrupteur doit faire l'objet de sanctions. Alors, nous attendons d'un moment à l'autre que les deux invités s'installent. Il s'agit de Djibril Sène, je le disais tantôt, il est membre de la Convergence des cadres républicains. Également, Cheikh Gueye, maire de Dieuppeul-Derklé. Bonsoir à vous deux. Et merci d'avoir répondu également à notre invitation. Bonsoir à auditeurs et auditrices de Sen TV pour l'émission essentielle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés d'embouteillage. Oui. Malgré la grève des transporteurs.
Ce qui est difficile, c'est qu'il pose la problématique du transport. Je pense qu'il y a lieu de repenser le transport, surtout à Dakar. Bonsoir à vous également, M. Djibril Sène. Merci et bonsoir madame, bonsoir madame l'autre invitée. Mon grand frère, bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs et toutes nos excuses par rapport au retard. Excuses acceptées. Voilà, merci. Alors, vous avez pris le train en marche, on parlait de la grève justement des transporteurs. Avant de passer à un autre sujet, on vous laisse placer un mot sur cette grève, sur cette actualité. Cher Gueye, allez-y. D'abord, présenter les excuses de la nation au peuple sénégalais qui souffre présentement pour avoir l'impossibilité de se déplacer d'un point à un autre. Et je pense que c'est une problématique sur laquelle le gouvernement doit aménager un cadre de concertation pour que tous les usagers, les transporteurs, tous les acteurs concernés par le transport puissent se retrouver et parler le même langage. Je pense qu'il faut apprendre de ce mouvement-là. La grève a révélé qu'il y a beaucoup de difficultés dans le secteur du transport. Lorsque les transporteurs disent que leur interlocuteur, c'est les différents ministres concernés par le transport et que le ministre en charge du transport leur fait comprendre que c'est lui le ministre de tutelle et c'est à lui qu'ils doivent s'adresser, ça pose le problème avec qui parler, qui parle à qui. Donc il y a un problème d'interlocuteur qui se pose. Mais pendant ce temps, le peuple souffre. Ce que j'ai vu, c'est un spectacle désolant depuis quelques jours, Dakar, ville capitale, que les gens puissent être transportés par des pirogues, des calèches, des modes de transport qui datent du 13e, du 7e siècle. C'est inacceptable dans une ville capitale comme Dakar. L'État devrait véritablement, à côté du transport privé, avoir un transport public capable de faire déplacer les populations d'un point à un autre. C'est un calvaire extrêmement difficile auquel les Sénégalais, particulièrement Dakar, parce que je suis à Dakar, sont confrontés, mais ça pose aussi le problème de la survie. Parce que je me demande pendant ces moments de grève, de quoi ces transporteurs grévistes vont se nourrir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais en tout cas, le problème est posé sur la table et je pense qu'il y a lieu aujourd'hui d'appeler à une large concertation pour que de pareilles situations ne se reproduisent plus dans notre pays. Alors, M. Djibril Sène, l'État a-t-il laissé la situation pourrir? Merci, je ne le pense pas. Oui. Mais d'emblée, permettez-moi de compatir par rapport aux difficultés qu'ont vécues les populations, que nous avons vécues, parce que nous aussi nous avons vécu cette situation, mais il faudrait qu'on replace la chose dans son contexte normal. Moi, je suis syndicaliste et ça fait des années que je fais du syndicalisme. Je fais partie du syndicat national des travailleurs du commerce et des services, affilié à la Fédération nationale des travailleurs du Sénégal. Donc, je connais le syndicalisme, je connais le système revendicatif, je connais comment il faut revendiquer, comment il faut préparer ces cahiers de doléances, ainsi de suite, et pour faire face au patronat. Donc, ça étant, moi je pense bien qu'à partir de là, de ce que je connais sur le syndicalisme, il y a un problème de formation des syndicats, ou bien au moins des membres, ou au moins des dirigeants des syndicats, qui se pose. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Alors, pourquoi? Oui. Parce que une grève, ça se prépare. Et une grève, on ne peut pas partir dans une corporation avec une grève où il y a tellement de dissensions. Pourquoi? Je dis qu'il y a des dissensions, les gens ne veulent pas souligner cela. Parce que, quelque part, les grévistes ont le droit de faire la grève. Moi, je suis un syndicaliste. Donc, la grève, c'est un droit. Mais qui a le droit de faire la grève a le droit de laisser les autres travailler, aller et venir. Si on avait respecté cette loi-là, si on avait respecté cette réalité, on aurait moins de problèmes. Parce que moi, je sais et j'en suis conscient qu'il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs, beaucoup de taxis, clo-clo ou autres, qui voulaient travailler, mais par peur de se faire massacrer ou faire massacrer leur véhicule, ils sont arrêtés chez eux. Donc, il ne faut pas d'emblée tout regrouper et jeter comme ça. Non, non, non. Une grève, ça a une organisation. Chacun a un droit. Moi, je peux aller en grève. Mais si vous ne voulez pas aller en grève, vous devez venir, madame, travailler. Donc ça, c'est une chose qu'il faut. Malheureusement,
On est arrivé à un pays où on fonctionne un peu plus sur la peur qu'il faut impacter sur les autres pour pouvoir régler ses propres problèmes. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et d'autant plus que ceux-là qui font ces choses sont eux qui réclament à l'État, qui réclament au gouvernement le droit, la démocratie, la liberté. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cela? Moi, je pense que faisons une comparaison et chacun respecte ses droits et que, voilà, le pays fonctionne, à mon avis. Si on a la chance de vivre à l'extérieur, dans les pays européens un peu plus développés, on a la chance de comprendre comment doit fonctionner un peu plus un pays par rapport au nôtre. Leur avantage par rapport au nôtre, c'est que les citoyens ont un civisme, ont un civisme et un respect des droits de l'autre. C'est une priorité. Ça peut arriver, effectivement, qu'il y ait des problèmes, que ça bloque tout. Mais ce n'est pas toujours. Mais on ne peut pas se lever un jour, dire on fait une grève. Ok, je t'assure. Oui, mais pourquoi on entend arriver à cette situation-là? À ce niveau, quand même, à ce niveau, c'est pas la première fois qu'il parle de ces revendications-là. À ce niveau, je vais être très clair et très, très droit. Oui. Et on a l'habitude, nous, de dire et de faire un appel. Et je réitère encore cet appel. Dans la situation économique morose, inquiétante, qui n'est pas stable, le gouvernement doit changer un peu sa manière de voir les choses. C'est-à-dire travailler sur l'anticipation et essayer d'éteindre les petits feux qui s'allument un peu partout. Parce que c'est sur ça qu'on peut s'asseoir pour gérer certaines difficultés sociales. Tant qu'on ne réussit pas à le faire, on aura toujours ces problèmes-là. La grève, effectivement, il y a eu des effets d'annonce par rapport à cette grève, à cette grève. Oui. Donc, il fallait tout de suite essayer de prendre ça en compte, le mettre dans un bloc de dialogue. On a tous les instruments pour dialoguer et les Sénégalais ne refusent pas le dialogue. Donc, moi, j'appelle encore au gouvernement, aux membres du gouvernement, de cultiver cette politique d'anticipation par rapport aux choses qui peuvent être. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans ce pays, tout le monde le sait. Même si nous ne le savons pas, les autorités hautement placées savent ce qui se passe par-ci ou par-là. Mais l'essentiel est de dire, bon, voilà quelque chose qui se passe, on va agir tout de suite et maintenant et essayer de proposer des solutions et ne pas attendre que ça pourrisse pour qu'on en pâtisse. Voilà, alors, je vous remercie. Voilà, alors l'autre actualité de la semaine, c'est la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-Afrique. Une conférence, Dr Soukaina Gueye, il y a eu beaucoup de promesses de la Chine. Peut-on dire que la Chine également, comme les autres puissances européennes, font la cour à l'Afrique? On a eu beaucoup de promesses dans le domaine de l'industrialisation, dans le domaine de la santé, dans le domaine également de l'agriculture. Beaucoup de promesses qui ont été faites par le président chinois. D'accord, avant d'en venir à la coopération internationale. Oui. Permettez-moi juste de faire une petite précision par rapport à la grève. Je ne suis pas syndicaliste. Oui. Je ne défends pas également les intérêts de ces syndicalistes-là. Oui. Mais je suis au fait qu'ils ont mené une campagne de sensibilisation. Ils ont lancé leur caravane. Moi, j'ai reçu vraiment ces informations-là. Depuis plus d'1 mois, ils ont sillonné le Sénégal pour parler de cette grève-là. Nous-mêmes, nous en avons discuté. La caravane, c'était pour rencontrer leurs camarades. Voilà, à la base. Leurs camarades à la base. Donc, je pense qu'à cet instant-là, l'État aurait dû quand même étouffer la chose, les appeler en négociation pour régler la situation et ne pas laisser la situation. Voilà, dont parlait tout à l'heure, voilà, donc je pense que ils ne l'ont pas fait de manière inopinée. La grève a été mûrie et ils en ont même parlé. Oui. Maintenant, par rapport à la coopération internationale, aujourd'hui, nous avons constaté qu'en Afrique, nous sommes le continent le plus convoitisé. Il y a une convoitise extraordinaire au niveau de l'Afrique. C'est dû à quoi? C'est dû à nos ressources. La Chine ne nous fait pas cadeau. Ça, il faut le retenir. Et la Chine, aujourd'hui, s'est lancée dans un processus de développement extraordinaire. Et cette Chine-là a besoin de tous les continents.
Au-delà de l'Afrique, la Chine a besoin des autres continents. La Chine, qui est aujourd'hui considérée comme l'atelier du monde, a besoin de matières premières. La Chine vient en Afrique pour s'approprier des matières premières. Et en quoi faisant? En nous proposant des choses. Et maintenant, il faudra savoir une chose, que par rapport à ce que la Chine nous propose et ce que nous avons, nous devons faire quand même, regarder mesurer ce qu'on donne à la Chine et ce que la Chine nous donne. Si vous constatez bien, aujourd'hui, la dette de l'Afrique explose. Et cette dette-là, c'est dû à quoi? La Chine vient, vous propose de l'argent, vous prenez, et en retour, la Chine va faire de l'exploitation de notre pays. Est-ce qu'il ne fallait pas revoir notre coopération avec la Chine? Et même de manière générale, la coopération internationale. Savoir que nous avons des ressources. Au lieu de donner ces ressources-là à une entreprise étrangère qui vient exploiter, pensez à déjà comment, quelle méthode, quelle stratégie mettre sur place pour exploiter nous-mêmes notre produit. Parce que je préfère qu'un Sénégalais ou bien des Sénégalais se réunissent autour d'une société, exploitent l'or de Sabodala ou bien exploitent le fer de Falémé, transportent ce produit-là ensuite pour vendre au niveau international. Cela nous permettra d'avoir une certaine valeur ajoutée. Cela nous permettra d'avoir des emplois directs et indirects. Cela nous permettra également de créer des richesses au niveau de notre budget. Mais si on laisse ce schéma-là que nos autorités ont accepté, c'est-à-dire nous avons nos ressources, mais on ne peut pas les exploiter. Chose qui, à mon sens, n'est pas toujours la réalité. Parce que si vous mesurez, vous calculez donc les fonds nécessaires pour l'exploitation d'une entreprise minière ou bien l'exploitation d'une exploitation d'hydrocarbures, vous voyez surtout qu'on laisse tout avec une fiscalité qui est au bas du ciment, avec des exonérations à n'en plus finir. Vous venez, vous êtes en phase de recherche, phase d'exploitation, vous êtes exonéré. En phase de développement, vous ne payez que 5%, ainsi de suite, ainsi de suite. En un mot, nos ressources risquent de ne pas nous profiter. Alors, cher Gueye, est-ce que l'Afrique pourra réellement tirer profit de ce partenariat alors que les forces ne sont pas égales? Dans le contexte actuel, je suis au réglé de dire non. L'Afrique doit être de plus en plus consciente de ses capacités, de ses potentialités et de ses possibilités. J'ai compréhension que 60 ans après les indépendances, c'est la même situation que nous vivons. Les promesses de la Chine vont rester éternellement des promesses. On revient toujours à la case départ. Il faut que l'Afrique, debout, puisse jouer le jeu. Parce que je suis d'avis avec ceux qui disent que le siècle à venir, c'est le siècle de l'Afrique. Mais il faudrait que l'Afrique et les Africains, surtout les leaders africains, se préparent à ce siècle-là. Cette coopération qui ne profite qu'aux pays occidentaux, il faut que ça cesse. L'Afrique a les potentialités, l'Afrique a les ressources humaines, l'Afrique a les potentialités. Mais en mettant en avant la coopération chinoise, on va délaisser la préférence locale. Pendant que les Chinois viennent exploiter nos ressources, mais ils exploitent autre chose sur lesquelles nous n'avons même pas regard. J'ai cru entendre récemment que les Chinois, dans certains domaines, étaient en train même d'exploiter sous silence l'or du Sénégal. Alors que ça ne faisait pas partie de la coopération bilatérale. Je n'ai rien contre la Chine. La Chine fait de grandes enjambées. Mais nous devons apprendre de la Chine pour arriver au même niveau que la Chine et ne pas dépendre de la Chine. C'est cette aide, cette coopération-là qui tue l'Afrique. Et je suis d'avis que le moment est venu pour que les Africains se tiennent debout et comprennent que les enjeux de l'heure, c'est des enjeux africains. Aujourd'hui, le monde repose sur l'Afrique. L'Afrique doit être le centre du monde. C'est une course de vitesse des différentes puissances vers l'Afrique. Parce que l'Afrique est vierge à tout point de vue. Son sous-sol est très riche en minerais, en métaux, en gisements. Mais si les Africains ne se préparent pas pour les exploiter, pour en tirer le maximum de bénéfices, mais ils vont subir vraiment les méfaits du sous-développement et de la pauvreté, et c'est toujours le cercle infernal. L'Afrique pourrait-elle opposer à la Chine un partenariat gagnant-gagnant? Je commencerai par vous donner juste un exemple terre à terre. Oui.
si vous avez de quoi manger chez vous et économiser de l'argent, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un crédit ailleurs. Tout à fait. Vous allez vivre tranquillement avec ce que vous avez et aller travailler pour gagner un peu plus. Donc l'Afrique, en toute sincérité, se trouve à ce niveau-là. Parce que tous les pays regroupés, certains, il y a plus de pays qui n'ont pas les moyens d'investir dans certains secteurs. Ça amène l'Afrique à aller vers la coopération, à rechercher des investisseurs. Les investisseurs, on en a besoin. On dit que le monde est planétaire aujourd'hui. Moi, il m'arrive des fois de ne plus penser que je suis au Sénégal. Je me dis que moi, je suis dans le monde. Je suis un citoyen du monde. Et quand je parle comme ça, parce que j'ai passé beaucoup de temps ailleurs, et je pensais comme ça, je dis que nous devons faire avec. Alors, si nous faisons avec, la coopération va venir vers nous. Les investisseurs vont venir vers nous pour nous aider à exploiter ce que nous avons comme ressources. Effectivement, il va falloir mettre un cadre normal et réel pour exiger un transfert de technologie, mais derrière, il va falloir, et je l'écrivais ce matin, dans un texte que je préparais, quand je disais donner encore de l'espoir aux jeunes pour qu'ils réussissent. Donc, cette coopération, ces investisseurs qui viennent, leur réceptacle doit être une formation de la jeunesse. Parce que si nous formons la jeunesse à tous les niveaux, niveau intellectuel, niveau manuel, dans le cadre de leur travail, ainsi de suite, ces jeunes-là, avec la mentalité qu'ils ont, parce que le monde, la jeunesse du monde, ne dépasse plus cette jeunesse sénégalaise. Elle est au courant de tout, elle sait tout faire. Elle lui manque les moyens, elle lui manque la formation. Donc la coopération, les investisseurs, ça doit profiter d'abord à cette jeunesse qui va prendre la relève et qui va prendre les décisions dans un futur proche pour dire voilà ce que nous voulons. Si vous venez, on va coopérer. Vous prenez ça, mais la technologie sera là et on va continuer à former. Mais la coopération internationale, on ne peut pas la refuser. Il va falloir juste, effectivement, savoir ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre et essayer de tout faire pour ne pas tomber dans un panneau qui nous banalise ou bien qui nous... Alors, le dernier point de ce magazine, l'essentiel, c'est l'audience que le chef de l'État a accordée au cadre unitaire de l'islam et à la plateforme Jammi Réumi, audience au cours de laquelle ces deux organisations l'ont interpellé sur les cas Khalifa Sall et Karim Wade, deux personnalités qui ont perdu leurs droits civiques et politiques. Et le chef de l'État a déclaré qu'il était dans les dispositions d'ouvrir des discussions sur ces deux points. Ce n'est pas la première fois qu'il s'engage à cela, Dr Soukeina. Oui, ce n'est pas la première fois. Je pense que ce contentieux doit être vidé une bonne fois pour toutes. Parce que ça arrive. Un contentieux. Sur le plan juridique, c'est un contentieux qui a été déjà vidé. Vidé, mais du point de vue quand même politique, oui. À notre avis, c'est un contentieux. Parce que jusque-là, certains disent qu'ils n'ont pas perdu leurs droits, d'autres disent qu'ils ont perdu leurs droits, etc. Et s'il peut vraiment couper court à tout ça, s'il peut régler définitivement la situation, ce sont des Sénégalais. Ils ont fait quelque chose pour ce pays-là, aussi bien Khalifa Sall, aussi bien Karim Wade. Et si on se réfère aux décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO, le Sénégal a eu tort. Parce qu'au niveau de la CEDEAO, lorsque Khalifa Sall et Karim Wade ont saisi ces autorités-là, la Cour de justice de la CEDEAO, mais la Cour avait donné raison à ces deux-là. Donc si au Sénégal, on ne respecte pas les décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO, déjà c'est problématique. Donc, on sent une certaine injustice par rapport à ces personnes-là. Donc, il a le monopole de la grâce présidentielle. Il peut les gracier ou bien les amnistier. Alors, cher Gueye, au niveau de Taxawu Sénégal, est-ce que vous êtes preneur? Écoutez, laissez-moi d'abord dire que ça me gêne de discuter ou d'analyser les propos de Macky Sall. Pourquoi? Je me dis que vaut sa parole. Aujourd'hui, on parle de signer une charte. À l'occasion des assises nationales, je me souviens encore, Macky Sall avait bien signé la charte. C'est après qu'il a dit, ou ses partenaires disaient non, il n'a jamais signé. Il a signé avec des réserves. Il n'a jamais signé avec des réserves. Il a signé double signature même. Estampillé Macky Sall. Avec la CNRI, c'est la même chose. Il prend ce qu'il arrange, mais pas les conclusions des Sénégalais. Mais que faire avec ces signatures-là? C'est des signatures de trop. Macky Sall dit
que je vais réduire mon mandat de 7 ans à 5 ans, on est arrivé à quoi? Macky Sall dit les élections se tiendront à date échue, on arrive à quoi? Macky Sall, lors du référendum, dit c'est mon dernier mandat. Ensuite, il vient, je ne dis ni oui ni non. On arrive à quoi? Et que vaut la parole de Macky Sall? Alors, très bien. Et raison pour laquelle je dis, aujourd'hui, il faut comprendre que nous sommes militants pour la promotion des valeurs et de la parole donnée. Alors, Djibril Sène, devrait-on prendre au sérieux sa déclaration ou pas, comme le pense Cheikh Gueye? Alors, moi, je suis quelqu'un vraiment très optimiste. Et quand on est optimiste, on ne veut pas regarder dans les rétroviseurs. Donc, je me refuse cela. Le passé fait le présent. Même si le passé fait le présent, on peut s'appuyer sur le passé pour effectivement cultiver le présent, pour essayer de se projeter vers l'avenir. Je suis entièrement d'accord sur ce que vous dites, madame. Mais je refuse de stagner sur ce passé. Et c'est ce qui se passe dans ce pays. On stagne trop sur des débats inutiles qu'on a dépassés. Actuellement, on est au moment où on se dit il faut amnistier M. Khalifa Sall et M. Karim Wade, mais comment je peux me permettre de rediscuter de tout ce qui s'est passé, de refaire son procès? Non, mais c'est inadmissible. Moi, je ne peux pas comprendre cela. Si nous voulons progresser, on doit progresser. Et c'est pareil par rapport à une signature du président, de son Excellence, par rapport à une charte ou autre. Non, ça, ce sont des débats clos. L'autre chose est... Et vous terminez par là, s'il vous plaît. Oui, et l'autre chose est... Et je vais être un peu plus simple et un peu plus terre-à-terre. Et plus local et plus religieux. Tous les matins, chaque personne décide de faire une chose. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Et en politique, on peut programmer une chose. On va faire l'amnistie de Khalifa Sall et de Karim Wade. Mais ça ne se fait pas en claquant les doigts. Il y a tout un